Bonjour à tous, bienvenue à cette déjà deuxième session de l'après-midi et cinquième de la journée, si je compte bien. Bonjour à nos amis qui sont en remote, puisqu'on a des gens, on est streamé aujourd'hui, donc c'est formidable. On a des gens qui peuvent suivre l'événement de chez eux. Je vais laisser encore quelques petites secondes les gens rentrer, parce qu'on a fini un tout petit peu en retard à la session précédente. Et on va y aller. Je vais juste introduire rapidement le sujet, donc je voudrais m'excuser parce qu'il y a eu une petite erreur sur les inscriptions des sessions. Donc aujourd'hui, la session sera sur de la théorie autour du deep learning. Donc qu'est-ce que le deep learning? On va essayer de démystifier un petit peu ce qu'est le deep learning. On a des docteurs dans la salle, donc je vais essayer de ne pas trop dire de bêtises, et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a, qu'est-ce que c'est que le deep learning, qu'est-ce que c'est que les features, qu'est-ce que c'est que les réseaux de neurones, c'est quoi un neurone, comment ça fonctionne un neurone. On va essayer de démystifier un petit peu tout ça. Notre objectif aujourd'hui, on est sur une journée de Dev Days, c'est bien comme ça qu'on l'a appelé, c'est vraiment de donner la main aux développeurs et de leur permettre d'utiliser les concepts de machine learning. Il faut certainement avoir un doctorat dans ces practices pour pouvoir créer des réseaux de neurones qui vont vraiment être à l'état de l'art. Par contre, utiliser ces fonctionnalités à l'intérieur de vos applications, c'est quelque chose qui va être possible. Et comme vous l'a montré Olivier juste avant, avec des outils comme SageMaker et quelques lignes de code, on va commencer à être capable d'entraîner un réseau de neurones et d'être capable tout simplement de commencer à transformer un peu nos applications. Même si c'est des vieux monolithes qu'on a on-premise, on va pouvoir commencer à transformer ces applications. Ce que je vous propose comme agenda, c'est tout simplement déjà de faire une introduction au deep learning, donc on va passer beaucoup de temps sur cette partie-là. Ça va être essayer de comprendre ce que c'est qu'un neurone, ce que c'est qu'un réseau de neurones, qu'est-ce qu'on a comme type de réseau de neurones, comment ça fonctionne l'entraînement d'un réseau de neurones, tous ces concepts, comment est-ce qu'on définit que notre réseau de neurones il est précis et qu'il fonctionne bien. Ensuite, on verra quelques architectures de réseaux complémentaires qui ont été très souvent créées par des Français. On a beaucoup de Français qui sont très forts sur le fil de l'intelligence artificielle et des use cases associés à chacune de ces typologies de réseaux de neurones. Et enfin, Julien Simon vous donnera, parce que c'est lui qui nous a fourni toutes ces informations aujourd'hui, des ressources pour aller creuser encore plus toutes ces informations et vous aider à en savoir encore un petit peu plus sur l'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning. Avant ça, ce que je voudrais, je pense, c'est qu'on commence tout simplement par redonner une définition de ce que sont chacun des grands termes qu'on va utiliser aujourd'hui, qu'on a utilisés aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning. Ils sont souvent utilisés à bon escient, parfois à mauvais, donc je pense que c'est bien qu'on se redise à quoi se correspond chacun d'entre eux. Donc l'intelligence artificielle, c'est une pratique scientifique qui existe depuis maintenant plus de 60 ans, une soixantaine d'années, et qui vise à créer des systèmes qui vont être capables de reproduire les comportements humains. Donc, si possible, même de faire mieux que les humains, et donc d'être capable d'utiliser les mêmes sens que ceux que nous, êtres humains, nous utilisons. Donc être capable de voir, donc dans le computer vision, il y a énormément d'applications qu'on a à disposition, d'être capable de parler. Donc on a des services, vous les avez certainement vus aujourd'hui, qui vous permettent de répondre à un interlocuteur. Et bien sûr, pour répondre, il faut avoir entendu ce que l'interlocuteur donnait, donc être capable de comprendre ce qu'un interlocuteur va nous dire. Et bien sûr, nos langages sont complexes, donc être capable de comprendre la structure des phrases, ce que veulent dire chacune de ces phrases. Et en plus de ça, on va leur demander d'avoir une capacité d'être capable de raisonner, d'être capable de comprendre les choses. Et pour ça, on va leur donner des données. On va leur donner des datasets, des choses qui vont leur permettre de prendre des décisions. Et surtout, ce qu'on ne va pas faire, c'est les programmer. On ne va jamais développer quelque chose. On va leur mettre à disposition des données, on va leur mettre des modes de fonctionnement qui vont les aider à avoir des comportements bien précis, mais on ne va pas écrire des procédures comme on les écrit aujourd'hui en code. On va les laisser apprendre par eux-mêmes sur ces points-là. Et le dernier point qu'on va leur demander, c'est d'être capable de prédire des choses. On va leur demander d'être capable de nous dire ce qui va se passer après sur cet ensemble de données. Est-ce que tu peux me dire si je dois prendre cette décision ou telle autre? Et donc tout ça, c'est ce que fait l'intelligence artificielle. Donc c'est d'être capable de regarder le monde qui nous entoure, de tirer des datas provenant du monde qui nous entoure, d'interpréter ces données et d'être capable de prédire. Et la prédiction, finalement, c'est ce qui va se rapprocher le plus pour l'être humain de l'intuition.
À l'intérieur de l'intelligence artificielle, on a un sous-domaine qui va s'appeler le machine learning. Donc ça, c'est certainement un des domaines aujourd'hui qui a le plus le vent en poupe. On a déjà de très bons résultats aujourd'hui autour de cette pratique. Et le machine learning, c'est quoi? C'est une pratique qui vise à apprendre aux machines à apprendre des comportements à l'aide de data. Sauf que ces machines, on ne va pas les programmer. Comme je disais tout à l'heure, on ne va pas écrire des procédures et dire si telle data, alors je prends telle décision ou autre. Non, on va leur mettre à disposition des algorithmes standards de classification, de régression, de clustering, en fonction de ce qu'on va avoir à faire. Donc les XGBoost, voilà, tous ces algorithmes que vous connaissez. On va les mettre à disposition, utiliser ces données pour entraîner des modèles de machine learning. Et bien sûr, il va falloir des variables en entrée. Pour savoir, lorsqu'on souhaite faire une inférence, lorsqu'on souhaite demander au modèle de prédire quelque chose, il va falloir lui fournir des variables en entrée. Et ces variables, on va les appeler des features. Donc finalement, quand on va donner le dataset à notre algorithme de machine learning, les features, on va aller dans vous pouvez imaginer les colonnes de votre dataset et essayer de déterminer quelles sont les données pertinentes à l'intérieur de ce dataset qui vont nous permettre d'entraîner notre modèle de façon correcte pour qu'il puisse bien prédire les choses derrière. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel on est plutôt à l'aise. Les data scientists sont à l'aise par rapport à ça. Un point qui est assez compliqué, c'est ce qu'on appelle le feature engineering. Donc c'est déterminer quelles sont les variables de notre réseau. Et à partir de là, donc la difficulté, c'est vraiment de déterminer ces variables, et ça prend énormément de temps. On va utiliser des méthodes, on va faire des analyses statistiques, des analyses de corrélation, on va regarder un petit peu nos données pour voir comment est-ce qu'elles sont rapprochables les unes par rapport aux autres. Mais dans tous les cas, ça va prendre énormément de temps. Je ne sais pas s'il y a des data scientists dans la salle, mais je pense que vous passez plus de temps à faire ça qu'à entraîner vos modèles de machine learning. Je ne parle pas de la qualité des données, évidemment, qui, elle aussi, est importante et rentre en jeu dans tout ça. Donc ça, c'est des choses qui sont très faciles. À partir du moment où on a un fichier formé et qu'on a toutes ces informations, on va pouvoir aller, même si ça prend du temps, trouver des corrélations et entraîner nos modèles de machine learning. Mais comment est-ce qu'on détermine les features d'une voix? Comment est-ce qu'on détermine les features d'une photo, d'une vidéo? Ce n'est pas de la donnée structurée. C'est compliqué de déterminer ce que vont être les variables de notre modèle à partir de données comme celle-là. Et bien sûr, on a des data scientists, des chercheurs qui ont essayé de faire ça et qui ont eu des résultats. Il a fallu travailler dur pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on allait fournir les features au modèle, mais ils ont réussi à avoir des preuves, à avoir des résultats, pardon. Mais bien sûr, c'est là que le deep learning est devenu populaire, avec l'avènement des réseaux de neurones, avec l'avènement des GPU, donc ces processeurs de nos cartes graphiques qui nous permettent d'avoir des super puissances de calcul, et bien sûr le cloud computing qui nous permet d'exécuter des choses à la demande. Avec ces éléments, le deep learning est devenu populaire, tout simplement parce que le deep learning, son atout principal, c'est de faire la même chose que le machine learning, mais d'être capable d'extraire de façon quasi automatisée les features. Donc ces variables qu'on essaye de trouver à l'intérieur à passer en paramètres de notre modèle, et ben en fait le modèle le deep learning va lui les extraire de façon automatisée à l'intérieur du réseau de neurones. Donc finalement le deep learning, ça va être une solution qui va nous permettre de gagner du temps sur cette partie de découverte de données. Il va automatiquement découvrir ces features à l'intérieur d'un ensemble complexe et nous permettre de prédire des choses par la suite. Voilà, donc c'était juste pour replacer un petit peu les différents concepts. Le deep learning, c'est un sous-ensemble du machine learning, et le machine learning est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Venons-en à notre deep learning d'aujourd'hui. Donc, on a parlé de réseau de neurones. Je pense que ce serait bien de commencer par savoir ce que c'est qu'un neurone. Donc, un neurone, c'est ça. Et ce que ça va être finalement simplement une fonction mathématique, mais très simple. La première chose, c'est qu'on va avoir pardon, excusez-moi, hop, le temps que ça apparaisse, ici, voilà, hop, et voilà, c'est calibré. Et donc on va avoir ici des entrées, des données en entrée qui vont être envoyées à notre neurone. Et pour chacune de ces données, on va avoir un poids associé qui va correspondre qui va être un poids qu'on va associer à chacune de ces données. Et la première chose que va faire le réseau de neurones, enfin le neurone en l'occurrence, c'est qu'il va prendre chacune des entrées, il va lui multiplier avec le poids qui a été associé à chacune des entrées fournies. Et ça, donc, c'est une fonction mathématique très simple qui s'appelle le multiply and accumulate. Grosso modo, ce qu'on va faire, c'est prendre x1, prendre w1, les multiplier, prendre x2, prendre w2, les multiplier, et faire l'addition de tout ça. Donc on multiplie et on additionne.
Donc déjà, si vous savez multiplier et additionner, vous n'êtes pas loin de pouvoir faire du machine learning. Une fois qu'on a fait ça, l'étape suivante, ça va être de se dire pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'on souhaite que notre neurone puisse faire? Et finalement, ce qu'on va essayer de mimiquer, c'est tout simplement le mode de fonctionnement naturel d'un neurone. Donc les neurones, les vrais, ceux qu'on a à l'intérieur de notre cerveau. Et comment est-ce que ça fonctionne un neurone comme ça? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce qu'elle fonctionne? C'est assez simple. Dans un cas, il ne va rien faire du tout, et dans l'autre cas, il va émettre un signal. Donc si le neurone est suffisamment stimulé, il va émettre un signal électrique. S'il n'est pas suffisamment stimulé, il ne va pas émettre de signal électrique. Et si on regarde ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a fait un calcul assez simple, qui finalement est une fonction mathématique, mais qui va être linéaire, qui ne va pas nous permettre de déterminer un seuil où on va déclencher quelque chose ou ne pas déclencher quelque chose. Et donc pour ajouter de la non-linéarité dans cette fonction mathématique, on va ajouter ce qu'on appelle une fonction d'activation. Donc le résultat de notre calcul, multiply and accumulate, le résultat s'appelle U, ici sur notre schéma, on va lui appliquer une fonction d'activation. Et cette fonction d'activation, son seul rôle, ça va être d'ajouter de la non-linéarité à l'intérieur de tout ça, pour qu'on puisse derrière, ensuite, sur certains seuils, déterminer si on souhaite déclencher quelque chose ou qu'on veut que rien ne se passe. Donc il y a énormément de fonctions d'activation qui sont disponibles aujourd'hui, mais une des plus populaires, c'est celle-ci, c'est relu. Alors c'est une fonction qui est assez simple. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Donc on lui passe U en paramètre, et elle va le répondre 0 si U est négatif, et U si U est positif. Mais ça colle assez bien à notre use case, parce que finalement, si U est négatif, on ne va rien faire, on va rester à 0, et si U est positif, on va pouvoir déclencher la suite des événements. Donc voilà comment fonctionne un neurone. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il additionne des valeurs en entrée, il les multiplie par des poids qu'on met à disposition. On récupère donc une valeur U qui est la valeur résultante du multiply and accumulate, et on applique une fonction d'activation qui va nous donner un résultat Y. Donc maintenant qu'on a vu comment fonctionnait un neurone, on va essayer de regarder comment fonctionne un ensemble de neurones, donc un réseau de neurones. Donc ça, c'est un réseau de neurones qu'on dit fully connected. Donc ça veut juste dire que entre nos couches de notre réseau de neurones, on va toujours avoir des liens entre chacun des éléments du réseau. Donc cette couche est complètement connectée avec cette seconde couche, et la couche du milieu est complètement connectée avec la couche de droite. Et donc ces couches, elles ont des noms et elles ont des fonctions. Donc la première couche, ça va être la couche d'entrée, donc l'input layer, dans lequel on va retrouver, et vous me voyez venir, nos features, donc les points d'entrée, les variables de notre réseau de neurones. En sortie, on va avoir la couche d'output, qui va être la couche sur laquelle on va venir lire les résultats de prédiction de notre réseau de neurones. Et à l'intérieur de tout ça, on va retrouver donc des couches cachées, qui vont être tout simplement des couches de neurones empilées les unes derrière les autres. Et c'est d'ailleurs de ce nom qu'on tire le nom de deep learning, c'est que ces couches, elles peuvent être très nombreuses, donc elles peuvent être très profondes. Et en fait, on peut avoir aujourd'hui sur les réseaux, on va dire à l'état de l'art, des centaines de couches hidden, des couches cachées, qui vont donc faire des traitements intermédiaires de multiply, accumulate et fonction d'activation. Donc ça, c'est très bien. Et bien sûr, pour pouvoir tester notre modèle, on va avoir besoin de données. Et ces données, on va les mettre dans une matrice, tout simplement. Donc le principe, c'est quoi? C'est qu'ici, on a une matrice qui s'appelle X. À l'intérieur, chacune de mes données, chacune de mes ensembles de données va s'appeler un sample, et je vais les mettre en ligne dans ma matrice. Et en colonne, ce que je vais retrouver, c'est tout simplement les features de ma matrice. Donc les features que je vais passer sur la couche d'entrée de mon modèle. Une fois que j'ai dit ça, c'est bien. Mais on va essayer de prendre un exemple concret pour voir comment est-ce que ça va vraiment se passer derrière en termes d'apprentissage et de détermination de fonctionnement du modèle. Donc imaginons que je sois en train de classifier des images. Donc je souhaite faire une classification d'images. Donc je souhaite déterminer quel est l'objet à l'intérieur de mon image. Donc imaginons que j'ai des images. Ce que je vais mettre à l'intérieur de ma matrice, mes samples, ça va être ni plus ni moins que tous les pixels contenant mon image, les valeurs des pixels qui sont la constitution de mon image.
Donc ma première image, ça va être x1, x1,2, x1 jusqu'à L, en fonction de la taille du nombre de pixels sur l'image, x2, etc., jusqu'à xm, j'ai m samples. Et ce qui va se passer, on va donc réaliser une classification, on va essayer de déterminer quel est le type d'objet à l'intérieur de l'image. Et donc lorsqu'on connaît le résultat à l'avance, c'est ce qui arrive très souvent quand on fait de l'entraînement d'algorithmes de deep learning, c'est qu'on fait de ce qu'on appelle de l'entraînement supervisé. De l'entraînement supervisé, ça veut tout simplement dire qu'on connaît le résultat et qu'on sait que l'image que je vais passer x1 en paramètre, par exemple, c'est un chat dessus. Et je sais que la deuxième image que je vais passer en paramètre, c'est un chien, etc., etc., etc. Et donc, ces catégories, on va les mettre sous forme de numéros, et on va les mettre dans un vecteur, qu'on va appeler y ici, qui va ni plus ni moins être le résultat de mes classifications. Donc je sais que mon sample x1 est de catégorie 2, que mon sample x2 est de catégorie 0, etc., jusqu'à mon sample xm qui est de catégorie 4. Et ça, ces données, c'est ce qu'on va appeler les labels. Donc ça va être les labels de notre modèle. Et donc pour simplifier un petit peu notre cas, imaginons que dans notre classification, on ait potentiellement 10 typologies différentes d'objets sur les images. Donc on va appeler ça des catégories, 10 catégories différentes dans lesquelles on peut arriver. Le problème ici, c'est que utiliser des 2, des 0, des 4 sur ces classifications, c'est quelque chose qui ne va pas être très pratique en langage informatique, parce qu'on préfère les 0 et les 1, et surtout les valeurs numériques à virgule. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un algorithme très compliqué qui s'appelle le one-hot encoding. Et l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de créer des vecteurs de bits de la taille du nombre de catégories, donc en l'occurrence, si on prend notre exemple, de 10 bits, et on va passer à 1 la valeur correspondant à la catégorie du sample. Donc si je prends l'exemple qu'on a ici, j'ai mon sample 1 qui a pour valeur 2, et donc je vais avoir le bit 0 qui va être à 0, le bit 1 qui va être à 0, et le bit 2 qui va être à 1. Même chose pour la ligne suivante, j'ai la valeur 0, je vais avoir le bit 0 qui est à 1, et tous les autres bits qui vont être à 0. Et ce qui va être intéressant avec cette approche, c'est que tout simplement, on va avoir plus d'informations que dans le vecteur qu'on avait au début, avec juste 2, 0, 4, etc. En fait, on va voir ces données comme étant des pourcentages de chances que mon sample fasse partie d'une catégorie ou d'une autre. Donc si on relie un petit peu ce à quoi ça correspond, donc on a 0, 0, 0, 1, etc. Et donc nos samples, on va savoir que pour le sample 1, excusez-moi, je reprends mon premier sample, la valeur 0, j'ai 0 chance qu'il soit de la catégorie 0, j'ai 0 chance qu'il soit de la catégorie 1, et j'ai 100% de chance qu'il soit de la catégorie 2. Après, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que dans la vraie vie, vous n'aurez jamais des 0 et des 1, mais des valeurs approximées, donc des réels, qui vont donner des pourcentages de chances que votre élément soit de telle typologie ou de telle autre typologie. Donc c'est très bien, on a nos données en entrée, on a nos données de résultats, on est sur un algorithme supervisé. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer lorsqu'on veut faire une prédiction? Eh bien, quand je vais faire une prédiction, je vais tout simplement prendre ma première feature, mon premier label, prendre les données de la feature, les mettre sur mon input layer, et puis espérer que la prédiction soit celle-ci. Donc, si tout se passe bien, je vais avoir mon sample qui est de catégorie 2, et donc le résultat que je vais lire sur ma couche de sortie de mes neurones, c'est que le bit 2 est à 1, et que j'ai 100% de chance que mon élément soit de catégorie 2. Donc ça, c'est très très bien. Et ensuite, un dernier point qui va être intéressant en utilisant cette méthodologie, c'est que ça va nous permettre de calculer la pertinence de notre modèle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer de très nombreuses prédictions sur notre modèle. Et étant donné qu'on connaît les résultats, on va calculer le nombre on va faire une division entre le nombre de prédictions qui sont bonnes, et on va diviser ce nombre par le nombre total de prédictions. Et ça va nous donner la pertinence, l'accuracy du modèle. Donc bien sûr, votre objectif, ça va être que l'accuracy soit la plus haute possible. Donc ça, c'est très bien, mais c'est l'objectif. Maintenant, comment est-ce qu'on va arriver à ça? Parce que sans vouloir être méchant, la première fois, vous allez lancer le modèle et il ne va pas très bien prédire ce que vous attendiez. Donc on ne va pas prédire correctement ce qu'on souhaitait au départ. Je vais passer mon élément, mon label,
mon sample en paramètre sur l'input layer. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va me prédire complètement autre chose. Dans les faits, je ne vais pas avoir un 1 dans une colonne, je vais avoir des valeurs complètement aléatoires dans tous les résultats, dans tous les neurones de l'output layer. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que les poids, vous vous rappelez, valeur d'entrée, poids. Ici, on a nos valeurs d'entrée. Et toutes les flèches que vous voyez entre les valeurs d'entrée et le neurone, et entre le neurone suivant et le neurone de sortie, ce sont les poids. Et donc, ces poids, au départ, ils sont donnés de façon complètement aléatoire. On va partir d'un principe où on ne sait pas où on est, on va mettre des valeurs aléatoires dans chacun de ces poids, et donc le résultat de nos premières prédictions va être complètement faux. Donc comment est-ce qu'on va se sortir de ce pétrin? Donc imaginons que notre réseau de neurones, ce soit une fonction, f. Donc j'applique f à mon sample 1, donc j'applique f à x1, et au lieu de me répondre y1, qui est ce que j'attendais en termes de classification, il va me répondre y'1. Donc une valeur qui va être différente de celle que j'attends. Et donc pour savoir comment faire pour que mon modèle se rapproche de la bonne solution, on va utiliser ce qu'on appelle une fonction de perte, une fonction de loss, qui va nous permettre de calculer la différence entre y et y'. Donc ici, on n'a pas juste une valeur 10 et 12, on a des vecteurs de données. Donc ce qu'on va devoir calculer, c'est la distance entre les deux vecteurs. Et donc cette fonction de loss, rassurez-vous, elles sont fournies avec toutes les librairies du marché, elles vont calculer pour vous ces fonctions de loss et vous dire quelle est la distance entre mon y, donc celui que j'attendais, et le y' qui a été prédit. Donc ça nous donne l'erreur. Le résultat de ce calcul, ça va nous donner le pourcentage d'erreur associé. Donc imaginons qu'on fasse ça, qu'est-ce que ce serait la prochaine étape? Tout simplement, j'ai calculé la distance entre mes deux points. Ce que je voudrais faire, c'est certainement changer les poids pour essayer d'améliorer et me rapprocher de ce que j'essaye de prédire, puisque je connais la distance entre les deux. Mais on ne va pas fonctionner comme ça. Si on faisait ça, globalement, vous mettriez des jours à entraîner vos modèles, parce que ça voudrait dire qu'on passerait un sample, qu'on ferait le calcul de la loss, qu'on essaierait de changer les poids, qu'on passerait un autre sample, qu'on ferait le calcul de loss, qu'on changerait des poids. Et bien sûr, la fonction qui va calculer les poids, elle prend plus de temps que le reste, et ce serait quasiment infini en termes de temps pas infini, hein, ça dépend de la taille de vos samples, bien entendu, mais ça prendrait beaucoup de temps. Et donc la façon dont on va fonctionner, c'est fonctionner par batch de samples. Donc grosso modo, on va prendre un ensemble de samples. Donc la taille du batch, ça peut être 10, 30, 50, 100. Ça dépend vraiment de la quantité de données que vous avez en amont. Et on va faire donc, le passage de samples un par un, calculer la loss pour chacun de ces samples, et sommer, à la fin de l'exécution du batch de samples, sommer les loss de l'ensemble de ces samples. Et donc on ne va plus travailler sur l'erreur, mais sur le batch error. Donc sur l'erreur, mais de l'intégralité de votre batch de données. Et donc c'est bien sûr le principe et l'objectif du process de training. Ça va être justement de minimiser cette erreur, donc de se rapprocher le plus possible du Y d'origine que l'on souhaitait prédire, en ajustant les poids à chaque étape. Je passe l'ensemble de mon batch, je regarde comment est-ce que ma loss a évolué, et je mets à jour les poids en fonction de tout ça. Donc regardons un petit peu comment ça se passe au niveau du training. Donc comme on l'a dit, on va créer des batchs. Donc sur ces batchs, on va prendre un premier batch d'éléments et on va le passer dans notre réseau de neurones au milieu. Donc on va passer l'ensemble des samples, etc. Et à la fin, on a dit, l'objectif à la fin du calcul de l'erreur de batch, on va souhaiter lancer une fonction qui va calculer les poids. Cette fonction, elle a un nom. Je suis désolé, il y a un affichage qui ne s'est pas fait, évidemment. C'est bien, il manque un mot. Donc c'est le backpropagation. Donc la fonction de backpropagation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement remonter le réseau de neurones en partant de la couche de sortie jusqu'à la couche d'entrée et essayer, entre chacune des couches de neurones, de calculer quel est le poids qui va me permettre de me rapprocher le plus de mon Y d'origine. Hop, je cache ça. Et donc, je vais faire ça à chaque itération.
Donc je vais passer un batch de sample, lancer une backpropagation, passer un deuxième batch de sample, lancer une backpropagation, et faire ça sur l'intégralité du dataset. Et ça, c'est ce qu'on va appeler une époque. Vous avez certainement entendu parler d'une époque. Une époque, c'est j'ai entraîné l'ensemble de mon dataset et j'ai fait les backpropagations sur l'intégralité des batchs de mon dataset. Et bien sûr, la résultante de tout ça, c'est un réseau de neurones entraînés, mais avec un résultat qui sera celui qu'on aura au moment où on aura fait cet entraînement. Et il va y avoir trois, ici en tout cas, il peut y en avoir plus, mais en tout cas ici on en voit trois valeurs qui vont être très importantes. Donc la première, ça va être le batch size. Comme on l'a dit tout à l'heure, si votre batch est trop petit, votre modèle va prendre énormément de temps à s'entraîner. Et si votre batch est trop grand, vous n'allez pas faire assez de backpropagation, et donc potentiellement votre modèle ne va pas être très pertinent. La deuxième chose, c'est le learning rate. Le learning rate, on verra dans la slide prochaine à quoi ça correspond, mais l'idée, c'est imaginer que vous devez calculer donc, la différence entre le y et le y', et ça va être la taille du pas que vous allez faire vers y', vers y, pardon. Donc la taille du changement que vous allez faire sur vos poids, vers le haut ou vers le bas, pour vous rapprocher de y. Et le dernier point, c'est forcément le nombre d'époques, parce que plus vous allez entraîner votre modèle, plus il va être pertinent. Et donc il va falloir mettre un nombre d'époques qui va être suffisant pour que votre modèle soit pertinent. Et donc ces paramètres, c'est ce qu'on appelle des hyperparameters. Et Julien aime bien dire qu'il faut qu'ils soient ni trop grands ni trop petits. Et c'est un petit peu ça toute la difficulté du deep learning, c'est de trouver ces bons paramètres pour arriver à entraîner vos modèles de façon pertinente. Sachez qu'aujourd'hui, il existe des pratiques qui permettent de déterminer ces hyperparaméters. Donc il y a des algorithmes qui vont fonctionner pour déterminer ces hyperparaméters. Et il existe beaucoup de littérature autour de tout ça. Et SageMaker également peut vous aider si notre ami Olivier vous en a parlé. Donc voilà pour le training, c'est pas très compliqué. Vraiment, le point important, c'est le backpropagation, où on va remonter ce réseau de neurones et changer couche par couche la valeur des poids pour essayer de se rapprocher encore une fois de nos Y de sortie. Donc là, c'est l'instant maths. J'espère que vous avez bien révisé. Donc, dans la vie, comment est-ce que ça va se passer pour tout simplement essayer de se rapprocher de ce... Qu'est-ce que va faire la backpropagation, pour faire simple? Comment est-ce qu'on va se rapprocher de notre Y? Donc prenons un exemple, prenons une fonction f à laquelle on va passer en paramètres x et y, qui vont être deux poids de notre réseau de neurones. Et notre objectif, ça va être de faire en sorte que z soit le plus petit possible. Donc si je prends l'exemple un petit peu de cette fonction, donc, qui a été représentée ici sur ma gauche, donc votre droite, vous avez une fonction donc, en 3 dimensions qui a été représentée. Et on imagine que vous avez démarré avec des poids qui vous ont amené à cette situation. Bon, voilà, ça ne marche plus, évidemment. Donc vous êtes sur le point tout en haut, vous avez commencé ici, et votre objectif, ça va être de faire des backpropagations pour arriver jusqu'au point noir, qui va être le point de plus bas niveau, et qui va donc minimiser votre erreur sur votre schéma. Donc notre objectif, ça va être de partir de la montagne et d'essayer de descendre le chemin pour trouver le point le plus bas niveau qui minimise l'erreur de notre modèle. Et si on le dit un petit peu différemment, je peux vous laisser lire le texte, je vous en donne l'extrait. Imaginez que vous êtes dans une montagne. Vous êtes en montagne, vous avez des skis aux pieds, et vous êtes dans le brouillard. Vous ne voyez rien à ce qui se passe autour de vous. Ce que vous allez faire pour essayer de trouver le prochain point qui descend vers la minimisation de l'erreur, et vers le bas de la montagne, c'est que vous allez faire un petit pas vers la gauche, enfin vers la droite pour moi, vous assurez, vérifier si ça descend ou pas, vérifier la même chose de l'autre côté, vérifier si ça descend, et choisir le côté où vous allez descendre. Et reproduire, et reproduire, et reproduire. La taille du pas, c'est le learning rate, et justement, l'algorithme SGD, qui est présenté ici, fait exactement ça. Il va faire des petits pas, et il va essayer de descendre au fur et à mesure de la montagne pour redescendre jusqu'en bas. Vous allez me dire, c'est simple, pourquoi on s'embête à utiliser des algorithmes, autant calculer tout ça. Ici, on est sur de la 3 dimensions, ça peut envisager de se faire en termes de calcul, mais il faut bien imaginer que sur un réseau de neurones, avec une centaine de couches, c'est des millions de dimensions que vous allez représenter. Donc là, à calculer, c'est plus du tout la même chose. Donc on va être obligé d'utiliser un algorithme qui va nous permettre de faire ça. Et cet algorithme, comment est-ce qu'il va faire ça? Et bien tout simplement, sur chacun des points, ce qu'il va calculer, c'est la dérivée partielle de x et y. Si vous vous rappelez de vos cours de maths, ce qu'on va calculer dans chaque point avec cette dérivée, c'est la pente.
Et donc, une fois qu'on a calculé la pente, on va être capable de savoir quel côté monte et quel côté descend. Et donc, on va être capable de savoir vers où est-ce qu'on doit aller pour descendre et donc minimiser l'erreur. Et c'est exactement ce que va faire SGD, le Stochastic Gradient Descent, qui va nous permettre de minimiser notre erreur et à chaque backpropagation, de trouver les bonnes valeurs de poids qui vont rendre notre réseau de neurones de plus en plus pertinent. Et donc, comme je l'ai dit, le step size, ça correspond au learning rate. Mais tout ceci, ça a donné des cauchemars à de très nombreux docteurs en intelligence artificielle, à cause notamment de ces deux points. Donc le premier, c'est le local minima. Qu'est-ce que c'est que le local minima? Donc si vous regardez un petit peu cette fonction, qui est un petit peu plus compliquée que celle qu'on a représentée tout à l'heure, on peut voir qu'on voit facilement qu'il y a un point bas sur la zone du milieu bleu et un autre point bas qui va être ici. Mais quand on regarde comme ça, on voit bien que ce point ici, il va être un petit peu plus bas que l'autre dans l'autre coin. Et le local minima, c'est quoi? C'est la peur que mon réseau de neurones, pendant son entraînement, tombe dans la zone qui est ici, fasse son chemin pour descendre la montagne et arrive dans la zone qui est ici. Et le problème qu'il va y avoir derrière, c'est que cette zone, lorsqu'on va être tout en bas, tous les points autour de moi vont monter. Et donc, je ne vais pas savoir en ressortir. Et en plus, je ne serai pas à la bonne valeur, parce que je ne serai pas au point le plus bas, et donc mon réseau de neurones ne sera pas le plus pertinent possible. Donc ça, c'est le premier point qui inquiète un petit peu tout le monde. Vous en avez un deuxième exemple ici, dans ce schéma formidable d'Andrew Ng. Donc Andrew Ng, un grand chercheur en intelligence artificielle qui a créé Coursera et mis ses cours sur le deep learning, sur le machine learning à disposition sur Coursera. Lisez-les, c'est absolument formidable. Et donc ici, on retrouve un petit peu la même chose. On a plein de points bas ici, et le vrai point bas qui est ici. Et donc la peur, c'est de se retrouver sur un de ces points et de ne pas pouvoir ressortir de ces points. Et le deuxième sujet qui va être inquiétant, c'est le saddle point. Pardon. Et le saddle point, c'est quoi? C'est imaginer, donc ça c'est un cheval, donc je vous laisse juger de la capacité d'Andrew Ng à dessiner un cheval. Donc c'est un cheval ou un dinosaure, ça dépend. Et donc on a une selle qui a été posée sur le cheval. Et le saddle point, c'est quoi? C'est le point ici, au niveau de la selle, qui est pile poil entre la zone de descente de la selle et les zones de descente sur les côtés de la selle. Donc si on regarde sur cette dimension, on est sur le point le plus haut. Et si on calcule la dérivée sur le point le plus haut, la valeur, c'est 0. Et si on regarde un petit peu sur cette dimension, donc sur la descente de la selle, ce point le plus haut, c'est le point le plus bas cette fois, pardon, et la valeur de la dérivée, ça va être 0. Donc on ne va pas pouvoir en sortir. On considérera qu'on est arrivé à l'endroit le plus bas associé. Et donc il y a différents courants de pensée autour de ce sujet, mais Ian Goodfellow essaye en tout cas d'en sortir l'essence. Je vous invite à lire cet article, il est passionnant. Moi, il m'a donné des cauchemars, j'ai pas tout compris. C'est assez compliqué. Mais ce que vous allez avoir à l'intérieur, grosso modo, c'est une description de... On voit ces points dans la vérité lorsqu'on entraîne nos modèles. Oui, on les rencontre. Oui, ça peut nous arriver de les rencontrer. Mais dans les faits, on tombe quasiment jamais dedans. C'est ça un petit peu l'essence de ce qu'il dit dans son article. Dans les faits, il y a des chercheurs qui sont encore à fond sur ce sujet et qui cherchent encore comment trouver des solutions pour toujours empêcher de tomber dans un local minima. Donc voilà, il y a deux courants de pensée un petit peu autour de ces sujets qui s'opposent. Mais en plus, on a continué à travailler sur ces sujets, et donc ces algorithmes d'optimisation que sont SGD et les autres que vous avez à disposition ici, vont nous permettre d'entraîner de plus en plus rapidement nos modèles. Et si on regarde un petit peu SGD, le premier est celui qui a été créé à peine 5 ans avant que l'intelligence artificielle soit créée, en 1951. Donc fonctionne encore très bien aujourd'hui et encore très utilisé. Mais il y a d'autres algorithmes qui vont nous permettre de plus facilement nous sortir d'éventuels saddle points ou local minima, notamment les ADA-grad et ADA-delta, qui ont une capacité particulière. C'est que tout simplement, ces ADA pour adaptive, qui vont être capables d'adapter pendant l'entraînement la variable de learning rate. Donc peut-être de commencer avec une petite variable et de l'augmenter au fur et à mesure du temps pour accélérer l'entraînement du modèle. Il y a d'autres modèles qui permettent même d'adapter cette learning rate, non pas pour l'intégralité du calcul, mais par dimension. Et comme vous savez qu'il y a énormément de dimensions, ça peut être très intéressant d'aller vite sur certaines et un peu plus lentement sur d'autres. Donc voilà, on a entraîné notre modèle, on sait maintenant comment est-ce qu'il calcule ses poids.
À chaque fois qu'on va avoir terminé une époque, on va faire ce qu'on appelle une validation. Une validation, ça va correspondre à prendre une partie de nos données qu'on a gardées de côté et qui ne sont pas dans, le modèle, dans les données d'entraînement, de les passer dans le modèle d'entraînement en cours d'entraînement, donc le modèle qui est en cours d'entraînement, et de faire une étape de validation de l'accuracy, pour savoir si notre modèle, à ce moment, à cette fin d'époque, est-ce qu'il est pertinent ou est-ce qu'il n'est pas pertinent. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la validation. Et ensuite, on va avoir la phase de test. Donc là, on a un réseau de neurones qui a été complètement entraîné, qui est prêt à fonctionner. Et on va utiliser ce réseau de neurones avec un jeu, une autre partie de nos données, un jeu de test, que l'on va passer aux neurones et qui va nous permettre de définir la vraie accuracy de notre modèle une fois qu'il a fini d'être entraîné. Un point important, et qui est la phrase juste en dessous, juste en bas, je vous passe devant, donc vous ne la voyez pas bien, c'est qu'il est important dans ces données test de prendre des données de la vraie vie. Parce que si vous prenez les données de votre modèle de données, grosso modo, vous l'avez entraîné avec les mêmes typologies de données, ça va très bien se passer. Et je pense que Julien va vous faire une démo justement sur la reconnaissance de valeurs chiffrées manuscrites. Et il vous montrera la différence entre l'utilisation d'un jeu de test du sample de départ et un jeu de test qu'il a créé lui-même. Donc c'est important de garder à l'esprit, de toujours passer, de mettre dans vos données de test des données de la vraie vie, tout simplement pour vraiment valider votre modèle et vous assurer que lorsque vous allez le déployer, il va correspondre à vos attentes. Et j'en arrive à la dernière partie de notre deep dive du deep learning, c'est l'early stopping. Qu'est-ce que c'est que ça? Grosso modo, votre accuracy, vous êtes sûr à un moment, quand vous allez entraîner votre modèle, qu'elle va atteindre 100%. Donc si vous l'entraînez ad vitam aeternam et vous laissez tourner, à un moment, vous allez atteindre 100%. Même chose pour votre loss. Si vous laissez le modèle s'entraîner, étant donné que votre accuracy est très haute, votre loss sera très faible, vous arriverez très très proche de 0. Mais dans les faits, quand on va valider le modèle, ce qui va réellement se passer, c'est ça. C'est qu'à un moment, votre modèle, il va arriver à son pic, à la bonne époque, donc à l'époque qui va correspondre à sa valeur la plus haute en termes de validation sur vos données. Et c'est là que vous serez sûr que votre modèle, c'est ce modèle-là qui va être le modèle le plus pertinent. Et si on continue à entraîner le modèle, on voit derrière que l'accuracy de la validation chute. Et c'est ce qu'on appelle l'overfitting. Et ça, c'est quelque chose qu'on souhaite absolument éviter. Qu'est-ce que c'est que l'overfitting? L'overfitting, ça veut dire que mon modèle, je l'ai tellement bien entraîné avec mes données qu'il ne sait plus répondre qu'à mes données. Donc si je prends des jeux de test qui ne correspondent pas à mes données de validation ou à mes données d'entraînement, il ne saura plus du tout répondre et il ne saura plus du tout prédire la suite. Donc voilà, c'est très important de faire attention à ça, de vérifier la validation accuracy pour s'assurer qu'on n'a pas dépassé ce moment où finalement on va passer en overfitting et se retrouver avec un modèle qui sera bon à rien. En tout cas, à tester vos données de test, mais ce n'est pas forcément très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment trouver le bon nombre d'époques, en plus des autres hyperparamètres, évidemment, qui va nous donner la meilleure valeur d'entraînement de notre modèle. Donc regardons un petit peu maintenant les autres typologies de network, des réseaux de neurones à notre disposition. Et il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est celui-ci. Donc celui-ci, il a été créé par Yann LeCun en 1998 et il s'appelle LeNet. Alors LeCun, LeNet, je ne sais pas si c'était volontaire, mais voilà comment s'appelle ce réseau. Et donc ça, c'est un réseau qu'on va appeler convolutif. Qu'est-ce qu'il va avoir de différent avec notre réseau tout à l'heure, avec notre réseau de neurones qu'on a vu tout à l'heure? C'est que tout simplement, il ne va pas être fully connected sur toute cette partie. Et il va seulement devenir fully connected sur la partie qu'on va appeler classification, comme c'est écrit en dessous, qui va être la partie sur laquelle on va avoir préparer les features, on va fournir les features au modèle, et le modèle va prédire vraiment dans cette partie classification. Mais il va être constitué de toute une phase, qu'on va appeler une phase de feature extraction. Donc l'objectif de ce réseau de neurones, c'est tout simplement d'être capable de lire des choses écrites, soit peintes comme ça, soit à la main, et vraiment de détecter si c'est écrit 60 sur ce panneau. Donc là, en l'occurrence, c'est des panneaux de circulation. Et ce qui va se passer, c'est que dans ce feature extraction, on va alterner deux phases, deux algorithmes. Le premier qui va être un algorithme de convolution, c'est pour ça que c'est un réseau convolutif, et un deuxième algorithme qui va être le subsampling, ou ce qu'on appelle également le pooling. Grosso modo,
la convolution, c'est quoi? C'est une méthode qui va nous permettre d'extraire de l'image les données qui sont importantes pour notre neurone, ce qui va être pertinent. Comme je disais tout à l'heure, les features, il va falloir qu'on trouve les features pertinentes de notre modèle pour pouvoir bien l'entraîner. C'est exactement ce qui va se passer ici. Cette feature extraction, elle va essayer d'aller chercher à l'intérieur de chacune des images les données qui sont pertinentes. Et ensuite, le subsampling, la partie pooling, ce qu'elle va faire, c'est réduire la taille de l'image. Tout simplement pour qu'à la fin, on ait une image la plus petite possible, pour que notre réseau de neurones de fin aille très rapidement à la solution, mais en ayant extrait vraiment la substantielle moelle de l'image, vraiment les données qui sont extrêmement pertinentes. Et si on regarde un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, donc la partie filtre, donc la partie qui va nous permettre de faire des convolutions, ça va être tout simplement d'appliquer un filtre, comme ça, une matrice, sur chaque élément de l'image. Donc on va faire bouger, vous avez un dessin là-bas qui vous permet de voir comment est-ce que ça bouge. On va placer ce filtre sur chacun des éléments de l'image, et à l'aide de ce filtre, on va obtenir ici ce résultat. Ce qui va être très intéressant ici, c'est, si on regarde, ça doit être certainement un filtre qui nous permet de détecter les edges, ce qu'on appelle les edges de l'image. Et donc on va juste détourer exactement ce qui est pertinent sur l'image. On s'en fiche de savoir quelle est la couleur de son œil, on s'en fiche de savoir si c'est un fond bleu, s'il y a la mer derrière lui, etc. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'il y a dans l'image. On veut déterminer cet animal, ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, d'ailleurs, je suis preneur. Et donc, on va essayer de déterminer quel est l'élément à l'intérieur de cette image. Et donc, c'est exactement ça que vont faire les filtres. Et ce qui va se passer, notre réseau de neurones, ce qu'il va essayer de déterminer, c'est tout simplement les valeurs qui sont à l'intérieur de ces filtres pour avoir l'image la plus pertinente avec la meilleure donnée et les meilleures features, du coup, qui vont alimenter notre réseau de neurones pour faire notre calcul de deep learning. Et donc, comme je le disais, l'étape d'après, ça va être de faire ce qu'on appelle du pooling. Et donc, le pooling, en l'occurrence ici, c'est ce qu'on appelle du max pooling. Ça va être de prendre, de la même façon, un filtre de taille définie. Donc ici, c'est un filtre de 2 par 2. Et on va prendre donc chaque élément de l'image 4 par 4, puisque c'est 2 fois 2. Et on va prendre la valeur maximale à l'intérieur de ces 4 pixels. Donc ici, sur le premier carré, on va sortir 6, sur le deuxième 8, sur le troisième 3 et sur le dernier 4. Et ça, c'est ce que ça va nous permettre de faire, c'est après avoir extrait les données qui sont extrêmement pertinentes de notre image, on va n'en garder dans une version réduite de l'image que ces données pertinentes. Vraiment les valeurs max qui nous permettent d'identifier les features de notre image. Donc voilà comment fonctionne ce réseau de convolution. Donc des étapes de filtering puis de pooling, enchaînées les unes derrière les autres, qui elles ne sont pas fully connected. Tout ça pour alimenter en feature notre réseau de neurones qui va s'entraîner sur vraiment des images plus petites, parce que ça prendrait beaucoup de temps de s'entraîner sur des très grosses images, et donc d'avoir des résultats très pertinents sur ces petites images dont on a extrait vraiment la pertinence. Et donc en termes d'application de ce réseau de neurones, typiquement, la détection d'objets, c'est exactement un use case de cette typologie de réseau de neurones. Donc détection d'objets. Ici, on est sur une version, on va dire, plus de recognition. Recognition, c'est retrouver les objets. La différence ici, c'est qu'on va vous localiser l'endroit auquel se trouve l'objet sur la photo. Donc deux typologies de réseaux qui sont vraiment, on va dire, state of the art sur ce sujet. Le premier, RCNN, avec une implémentation MXNet de ce réseau de neurones, et le deuxième qui s'appelle YOLO. C'est pas ce que vous pensez. Il s'appelle YOLO, et donc c'est une implémentation MXNet de ce système. Et ces deux réseaux, c'est des réseaux qu'on appelle des single shot detectors, c'est-à-dire qu'en une seule passe, ils vont être capables de détecter les éléments à l'intérieur de la photo. Donc c'est vraiment des réseaux qui sont state of the art sur ce sujet de la détection d'objets. Le deuxième use case derrière tout ça, ça va être cette fois la détection de contours sur les objets. Donc en l'occurrence, ici, c'est un client AWS qui a réalisé cette implémentation de masque RCNN. Et donc, comme vous pouvez le voir, ici, on détecte vraiment la localisation des personnes, mais vraiment la forme également de la personne. Même chose pour les voitures. Et donc, tout simple, ce qu'ils ont fait ici, s'ils ont mis en place ce réseau, c'est tout simplement parce qu'ils mettent en place des voitures autonomes. Et donc, ils avaient besoin d'avoir un algorithme qui était capable en temps réel de détecter les objets sur la route. Et donc, c'est une implémentation qu'ils ont mis à disposition sur GitHub de détection d'objets
pour leur véhicule autonome. Et bien sûr, une autre utilisation, puisqu'on l'a vu, la première utilisation du réseau LeNet, c'était d'être capable de détecter des textes et de reconnaître des textes écrits sur des images. Eh bien, on a une implémentation d'OCR, STN-OCR, que vous allez retrouver sur GitHub, qui vous permet, avec ce même type de réseau, de détecter les contenus de chacune de vos images. Et bien sûr, une autre utilisation, c'est tout simplement le face detection, donc ce que fait très bien également Rekognition, avec peut-être un peu plus d'attributs que ce qu'on vous met à disposition sur Rekognition, parce que je ne pense pas que Rekognition vous dise si vous avez un double chin. Donc voilà, c'est important de faire attention aux implémentations qui sont faites derrière. Et donc ici, c'est MXNetFace qui vous permet de détecter tout ça, et tout un ensemble, bien sûr, donc de détecter ces visages, bien sûr, et tout un ensemble de paramètres sur est-ce que la personne sourit, est-ce que la personne a des lunettes, etc., etc. Et une dernière implémentation que je trouve assez sympa, donc c'est le Real-Time Multi-Person Pose Estimation. Donc là, l'idée, c'est avec ce type de réseau, d'être capable de détecter la position de tout un ensemble d'êtres humains et également de savoir dans quel mouvement ils sont en train de réaliser. Donc ça, c'était le state of the art il y a très peu de temps. Depuis, Facebook a sorti une nouvelle implémentation qui s'appelle Dense Pose. Alors, c'est pas Dense, D-A-N-C-E, c'est Dense, D-E-N-S-E, qui est une implémentation en café qui permet d'avoir également un wireframing des personnes. Donc, en plus de détecter les personnes, vous avez vraiment tout un wireframing, donc du coup, une reproduction de la personne avec des éléments tirés en trait autour d'elle, et d'avoir vraiment la position exacte de la personne et sa pose, tout simplement. Voilà. Donc, vraiment des utilisations qui sont hyper intéressantes. Maintenant, tout ce qu'on a vu comme type de réseau de neurones, ça ne va pas nous permettre d'attaquer certains sujets comme le texte. Et donc pour ça, on a d'autres types de réseaux de neurones qui sont également à disposition. Je vous garderai de vous faire une explication de comment ça fonctionne, parce que j'en serais bien incapable. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les réseaux de neurones Long Short Term Memory Networks, alors comment ils peuvent être longs et short en même temps, c'est assez compliqué. L'idée derrière, pourquoi est-ce qu'ils s'appellent comme ça? Tout simplement, c'est Short Term Memory. Donc ils ont la capacité de garder en mémoire un état entre deux convolutions, entre deux entraînements, entre deux époques. Et donc, ce sont des networks longs, parce que l'objectif, ça va être de chaîner des neurones pour être capable de détecter une phrase. Donc, chaque neurone va constituer un mot, et on va être capable de garder entre deux époques l'état dans lequel se trouvait la phrase qu'on est en train d'essayer de traduire. Et donc, en termes d'implémentation, vous en avez une open source réalisée par le lab AI de Seattle d'AWS qui s'appelle SOC-AI, et qui donc est une implémentation d'un réseau LTSM pour une traduction multilingue. Donc en l'occurrence, ici, vous avez allemand vers anglais. Et c'est exactement les outils qui sont derrière Amazon Translate. Donc si vous utilisez Amazon Translate, c'est exactement ce type de réseau de neurones qui sont utilisés et qu'on a open sourcé pour que vous puissiez également travailler sur ces sujets. Et on va rentrer un peu dans un monde un petit peu plus dark de l'intelligence artificielle. Il y a une autre typologie de réseau de neurones qui a également été créée par Ian Goodfellow. Vous vous rappelez le monsieur qui a dit que les local minima, en fait, on s'en fichait. Donc ce monsieur, il a créé des réseaux qu'on appelle GAN, qui sont des réseaux antagonistes génératifs. C'est chouette. Donc j'ai un petit quiz. Qui peut me dire qui sont ces deux personnes? Vous allez tous au cinéma, je suis à peu près sûr que vous êtes capable de retrouver une célébrité. Donc dites-moi qui sont ces deux personnes. Le premier qui trouve, il a un t-shirt. J'espère qu'il en reste. Qu'est-ce qu'il a dit? Bravo. Donc en effet, ces deux personnes n'existent pas. Donc en fait, ce type de réseau, ce qu'il va être capable de faire, c'est de prendre en entrée tout un ensemble de photos de personnalités, en l'occurrence ici, puisque c'est ce qu'on essaye de faire, et de générer des nouvelles personnalités sur base des photos existantes. Alors il ne va pas juste faire je colle le nez de Brad Pitt et je mets les yeux de je ne sais pas qui. Non, il va vraiment régénérer un visage humain sur base de la façon dont il a appris comment était fait un visage humain d'une célébrité. Donc après, il faut être beau et il faut être... voilà, c'est ça que je retiens moi. Donc voilà, c'est vraiment des réseaux de neurones qui vont être capables de générer un contenu sur base d'un apprentissage où ils ont compris comment fonctionnait un visage de célébrité.
Et même chose sur un autre use case, où là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir donc juste dessiner des positions avec ce qu'on devine être des voitures, des personnes, un capot éventuel de voiture, des arbres, etc. Et on va fournir ça en entrée du réseau de neurones. Et donc ce que le réseau de neurones va générer, donc ça s'appelle le semantic map, c'est ça. Il va être capable de régénérer une scène complète sur base de tout ce qu'il a appris en termes d'images qu'on lui a fournies en amont. Et donc la scène qui est ici, elle a changé l'image, c'est pas exactement la même. Vous pouvez voir, vous avez le trottoir, vous avez les voitures, etc., la route, et vous avez donc généré exactement une image comportant les objets que vous avez juste dessinés comme ça rapidement. C'est assez précis, vous allez aller jusqu'à pouvoir voir peut-être dans le rétroviseur quelque chose. On ne peut pas lire les plaques d'immatriculation, parce qu'il n'a pas généré des plaques d'immatriculation, mais quand on peut le voir, il est capable de générer des images comme celle-ci. Et une dernière, avant de laisser la main à Julien pour qu'il vous fasse toutes les démos autour de... Il en a pour 8 heures, hein. J'espère que vous n'avez pas prévu de... Donc un dernier type de réseau GAN qui va nous permettre de générer de l'image à partir de texte, de générer du son à partir d'une image, de faire tout ce genre de choses. Et donc là, on a 3 use cases en exemple. Donc ici, on a décrit avec une phrase des oiseaux. Donc en l'occurrence, si on prend celle du milieu, je veux un oiseau avec un ventre jaune, avec un arrière gris, et puis un bec marron. Et on a généré directement des images d'oiseaux correspondant au texte qui a été fourni. Même chose ici, on a des photos avec des chiens, avec des fireworks, comment ça s'appelle? Fireworks, voilà. Feux d'artifice, merci. Avec des feux d'artifice, voilà, j'en perds mon latin. Donc avec des feux d'artifice. Et ce qu'on va générer, c'est le son correspondant aux feux d'artifice. Donc on fournit en entraînement des vidéos avec du son. Et ensuite, on lui dit, tiens, je te donne cette vidéo, génère-moi le son. Et donc il va nous générer le son correspondant à chacune de ces vidéos. Et le dernier point, le dernier réseau génératif, c'est celui-ci, où on va prendre en entrée des images 2D de visages, et il va générer la version 3D de chacun de ces visages. Donc voilà, quand vous voyez des vidéos en temps réel où vous voyez Trump dire des choses bizarres sur YouTube, vous avez tous vu ce genre de vidéos, voilà, sachez qu'il y a ces genres de réseaux de neurones qui sont capables de générer en temps réel des fausses versions de chacun d'entre nous, des fausses voix, des choses. Et donc, voilà, ça va devenir de plus en plus compliqué, une fois qu'ils seront vraiment state of the art, parce qu'aujourd'hui, ça reste du balbutiement, mais le jour où ça va vraiment bien marcher, on ne saura plus qui est la vérité et qui ne l'est pas. J'en termine et je vous laisse avec ces ressources, fournies gracieusement par notre évangéliste préféré. Tout un ensemble d'informations sur notre site web, autour du machine learning, autour de l'AI, sur nos blogs et sur notre site, évidemment. Je mets en avant un point que Julien a mis en avant dans une dernière de ses presses, gluon.mxnet.io. Vraiment, allez lire cet article si vous êtes intéressé par tous ces sujets. C'est quasiment un livre entier qui est à disposition pour apprendre des choses. C'est un pointeur que j'ai suivi après qu'il me l'ait dit, donc je vous conseille, c'est vraiment très très intéressant. Tout un ensemble de ressources GitHub sur SageMaker, sur tout ce que vous a montré Olivier juste avant et ce que va vous montrer Julien par la suite. Et je vous renvoie vers son blog, Medium @Jules Simon. Vous pourrez voir tous les articles où il est rentré dans des problématiques compliquées. Ça l'a empêché de dormir sur les local minima et tout ce genre de sujets. Donc je vous invite vraiment à aller consulter ces ressources et vous aurez certainement encore plus de choses que ce qu'on a pu voir pendant cette session. Et merci beaucoup.